Vous m'avez beaucoup écrit pour me poser des questions sur la hernie discale. Bien, aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur ce sujet-là avec des informations qui sont complémentaires aux vidéos précédentes et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, la hernie discale, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est une condition aussi de santé qui est assez fréquente. Il y a beaucoup de personnes qui ont des hernies discales et j'avais envie de vous donner de nouvelles informations sur ce sujet-là. D'abord, qu'est-ce qu'une hernie discale? Bien, un disque, c'est une espèce de coussin qui se situe entre chacune de vos vertèbres et ce coussin-là permet à votre colonne vertébrale de bouger, de pouvoir aussi amortir certains chocs. C'est donc essentiel à la mécanique, c'est essentiel au mouvement de la colonne vertébrale. Le disque intervertébral contient en son centre une certaine forme de gel et ce gel-là peut se déplacer à l'intérieur du disque pour se diriger vers l'extérieur. Lorsque ce gel-là ne sort pas à l'extérieur du disque, on va parler de protrusion discale. Et lorsque le gel se trouve en partie, en tout cas à l'extérieur du disque, on va parler de hernie discale. Il y a différents types de hernie discale, différents symptômes aussi. Donc, en gros, c'est ce que c'est une hernie discale. Quel est le niveau de votre hernie discale? Ça, c'est une information qui est vraiment importante à savoir. Vous pouvez avoir une hernie discale dans la région lombaire, donc au bas du dos, ou au niveau cervical, c'est-à-dire au niveau du cou. C'est vraiment très rare qu'on va trouver une hernie discale dans la région dorsale, dans le milieu de la colonne vertébrale. On ne voit pratiquement jamais ce type de hernie discale-là. Les hernies discales lombaires, bien, souvenez-vous qu'il y a une bonne partie, une bonne proportion de ces hernies-là qui ne causent pas de symptômes. Donc, les personnes qui ont une hernie discale ont souvent aucune douleur, aucun symptôme associé à la hernie discale. Donc, il faut vraiment être prudent. Si vous passez un test d'imagerie médicale comme une résonance magnétique, par exemple, et qu'on vous diagnostique une hernie discale, on ne peut pas faire le lien direct entre la hernie et vos douleurs parce que vous pourriez avoir une hernie et avoir une absence de douleur. Donc ça, il faut vraiment être prudent de ce côté-là. Et tout ça s'explique parce que la présence d'une hernie à la région lombaire n'est pas nécessairement associée à une compression nerveuse, n'est pas nécessairement associée au fait que la hernie irait comprimer une structure qui serait, elle, qui deviendrait en fait douloureuse en raison de cette compression-là, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace dans cette région-là de la colonne vertébrale, c'est-à-dire au niveau du bas du dos. Si vous avez une hernie discale à la région cervicale, il y a beaucoup plus de probabilité que cette hernie-là soit symptomatique, vous cause de la douleur, vous cause d'autres types de symptômes. Je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, les hernies discales cervicales, en général, sont plus souvent symptomatiques. Qu'est-ce qui cause la hernie discale? On entend beaucoup de choses à ce sujet-là. Souvent, on va lire des informations qui nous disent que le fait d'être souvent arrondi, le fait de regarder beaucoup nos écrans, le fait de se pencher de façon répétée cause la hernie discale. C'est pas tout à fait faux, mais il y a beaucoup plus de contexte, beaucoup plus de facteurs de risque qui nous expliquent, qui peuvent nous permettre de comprendre qu'est-ce qui cause, par exemple, votre hernie discale et parfois on n'arrive pas à comprendre pourquoi une personne plutôt qu'une autre a une hernie discale et une de ces raisons-là s'explique par votre profil génétique. Il y a des gens qui sont prédisposés aux hernies discales jusqu'à un certain point, peu importe le travail qu'ils vont faire, peu importe les mouvements qu'ils vont effectuer durant leur vie, bien ces personnes-là sont plus à risque de hernie discale. Le disque est aussi influencé par des changements dégénératifs. Donc, le disque va s'user. Il est constitué de cartilage et ce cartilage-là n'est pas vascularisé, donc votre disque ne peut pas se réparer, donc il est plus fragile au processus dégénératif. Et si la hernie discale ne survenait que dans un contexte de processus dégénératif en raison, par exemple, de l'avancée en âge, bien, il n'y aurait que des personnes plus âgées qui ont des hernies discales.
Or, c'est pas tout à fait ça, c'est presque l'inverse. La hernie discale se trouve quand même assez fréquemment chez des sujets qui sont relativement jeunes. Il est beaucoup moins fréquent de voir des personnes qui ont 70, 80, 90 ans qui ont des hernies discales pour plusieurs raisons, mais on ne peut pas associer le processus dégénératif à une hernie discale, c'est-à-dire que si vous passez des tests d'imagerie médicale et on observe que vos disques, qu'un processus dégénératif touche vos disques, on ne peut pas tirer des conclusions en se disant que vous aurez une hernie discale plus tard. Il y a plusieurs chercheurs qui émettent d'ailleurs l'hypothèse qu'il s'agit de deux voies séparées, c'est-à-dire la voie des processus dégénératifs et la voie de la hernie discale. Si vous avez une protrusion, on va parfois se dire que c'est l'étape qui précède la venue de la hernie discale. Or, là aussi, on ne peut pas tirer ces conclusions-là. Ce n'est donc pas si simple que ça de bien comprendre qu'est-ce qui cause la hernie discale, mais bien sûr, il y a des facteurs de risque. Par exemple, si à votre travail, vous êtes exposé à des vibrations, comme les personnes qui travaillent avec de la machinerie, bien ça, c'est un facteur de risque de hernie discale, par exemple, et il y en a d'autres. Je vous ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos de la hernie discale dans la région lombaire au bas du dos. Je veux, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la hernie discale au cou, dans la région cervicale. Cette région-là a ses propres particularités et c'est important d'en tenir compte si vous avez une hernie discale qui est symptomatique, qui vous cause des problèmes. La région cervicale, d'abord, c'est une région qui bouge différemment des autres régions de votre colonne vertébrale, particulièrement en raison de la présence de la tête qui contient plusieurs de vos sens. Donc, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, tout ça. Donc, nos sens vont dicter les mouvements de la région cervicale. C'est une région qui bouge sans arrêt ou presque. C'est une région aussi qui est essentielle à notre qualité de vie. Les personnes qui ont des douleurs au cou sont parmi celles qui ont le plus d'incapacité fonctionnelle parce que si vous ne pouvez pas bouger votre cou, vous allez avoir de la difficulté à effectuer plusieurs de vos tâches. Vous allez avoir de la difficulté aussi peut-être à dormir, à vous trouver une position de sommeil. Donc, la hernie discale cervicale qui est symptomatique peut vraiment vous gâcher la vie en quelque sorte parce que les mouvements de votre tête deviennent beaucoup plus compliqués. Il y a aussi une autre particularité de la région cervicale, c'est la présence de l'artère vertébrale. C'est une artère qui traverse en quelque sorte une partie en tout cas de vos vertèbres et c'est ce qui donne aussi la fragilité relative de la région cervicale comparativement à d'autres régions du corps parce qu'évidemment cette artère cervicale-là, elle est vitale, donc on doit préserver son intégrité. L'autre particularité de la région cervicale, c'est que les facettes articulaires ne sont pas placées de la même façon, c'est-à-dire que les articulations de vos vertèbres cervicales ne sont pas placées dans le même plan que les vertèbres, par exemple, lombaires. Donc, le mouvement se fait aussi différemment. Et l'autre particularité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans la région cervicale, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, si on ajoute une hernie qui était de toute évidence pas là auparavant, bien cette hernie-là risque beaucoup plus de comprimer une structure qui risque, elle, de vous causer des symptômes, de vous causer de la douleur. Lorsque vous avez une hernie discale cervicale, il est possible que la hernie comprime une structure nerveuse, par exemple une racine nerveuse, et cette compression-là risque de vous causer d'abord de la douleur. La douleur pourrait être perçue localement, mais bien souvent, la douleur va être perçue sur le trajet nerveux qui est associé à cette racine nerveuse-là. La racine, elle est très, très près de la moelle épinière, contrairement aux nerfs qui sont au bout de vos doigts. Ces nerfs-là sont très loin de la moelle épinière, mais une racine est située vraiment très, très près. Donc, cette compression-là par la hernie de la racine peut vous causer de la douleur, mais pourrait aussi vous causer une perte de sensibilité à différents endroits du bras, par exemple, si on parle d'une hernie discale cervicale, pourrait aussi vous causer une perte de force musculaire très précise, c'est-à-dire que certains muscles qui sont innervés par cette racine nerveuse-là qui serait comprimée vont moins bien fonctionner ou parfois ne vont pas fonctionner. Une façon de le voir aussi, c'est qu'on se rend compte que ces muscles-là s'affaiblissent très rapidement. C'est-à-dire que si vous forcez avec ces muscles-là, si on parle des muscles qui vous permettent de serrer le poing, bien, vous allez être capable de serrer une fois relativement fort
Et lorsque vous allez répéter cet effort-là, bien après 2, 3, 4, 5 fois, vous allez avoir l'impression de ne plus avoir de force. Souvent, c'est une faiblesse d'origine neurologique en raison de cette compression-là, hypothétique, là, de la racine nerveuse concernée. Vous pourriez aussi avoir d'autres symptômes dus à cette compression-là, par exemple une paresthésie. Vous allez sentir au niveau de la peau des sensations que vous ne sentez pas normalement. On va parler de fourmillement, on va parler de petites aiguilles que vous allez sentir, vous allez toucher à votre peau et vous allez sentir une sensation que vous n'avez jamais sentie avant. On parle alors de paresthésie. Lorsque j'évalue mes patients, je vais aussi vérifier leurs réflexes. Donc, avec un marteau réflexe, on va frapper, par exemple, sur le tendon du biceps pour voir si la contraction du biceps survient après avoir frappé le tendon. Et ça nous permet de vérifier s'il y a une atteinte nerveuse qui est associée à la hernie discale. L'ensemble de ces signes neurologique-là nous permet aussi de vérifier et peut vous permettre aussi de vérifier l'amélioration de votre condition. Par exemple, si vous observez que ces signes neurologiques-là, par exemple, vous en avez quelques-uns, au fil des jours, au fil des semaines, diminuent. Vous trouvez qu'ils s'atténuent. En fait, les symptômes plutôt neurologiques s'atténuent, mais ça nous permet d'observer une amélioration. Si, à l'inverse, vous avez peut-être un peu moins mal dans le cou, mais vous perdez de plus en plus de force dans la main, bien que la douleur diminue, l'augmentation des signes neurologiques n'est pas d'emblée un signe d'amélioration, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt porté à penser que votre condition se détériore et qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe, peut-être modifier le plan de traitement pour pouvoir aller vers une récupération le plus rapidement possible. Il arrive aussi que la moelle épinière soit comprimée, on va avoir dans ces cas-là généralement des symptômes qui sont plus graves, qui sont plus préoccupants, des problèmes urinaires, des problèmes avec les sphincters. On peut avoir aussi d'autres signes neurologiques. Donc, si vous avez des symptômes qui sont pour vous peut-être pas reliés à votre hernie, mais des symptômes qui sont relativement graves, moi, je vous invite vraiment de consulter le plus rapidement possible pour qu'on comprenne ce qui se passe, pour qu'on vous évalue, qu'on fasse un examen clinique complet, qu'on passe peut-être des tests d'imagerie médicale, mais en présence de signes neurologiques graves comme ceux que j'ai énumérés, c'est vraiment important que vous consultiez. Ce n'est pas le temps de faire des exercices puis d'essayer un paquet de choses par vous-même en présence de signes neurologiques relativement graves. Lorsque vous aurez consulté, le professionnel de la santé pourra vous dire, vous expliquer ce qui se passe et parfois, ces signes neurologiques-là ne sont pas nécessairement inquiétants. Donc, cette personne-là, ce professionnel-là pourra vous rassurer, mais d'ici là, c'est vraiment important que vous consultiez et que vous ne fassiez pas d'exercice et que vous ne suiviez pas les conseils de tout un chacun lorsqu'on ne comprend pas bien ce qui se passe avec un problème de hernie discale et des symptômes qui sont relativement préoccupants. J'avais bien sûr envie de vous donner des conseils à suivre en présence d'une hernie discale. Les conseils qui suivent vont particulièrement concerner la hernie discale cervicale, mais les principes sont les mêmes. Donc, si vous avez une hernie discale lombaire, vous allez pouvoir adapter ces conseils-là aussi. La première des choses que vous allez faire, c'est de consulter. D'une part, si vous savez que vous avez une hernie discale, c'est parce que vous avez déjà consulté, parce que pour avoir un diagnostic de hernie discale, on doit avoir passé un test d'imagerie médicale comme une résonance magnétique, comme un scan. Une radiographie ne peut pas déterminer si vous avez une hernie discale pour la simple et bonne raison qu'à la radiographie, on ne voit pas la hernie discale. Cela dit, dans un contexte de douleur au cou ou de douleur au dos qui n'a pas été associé à un élément traumatique, par exemple, à un accident, si on n'a pas d'inquiétude que le problème pourrait peut-être être un autre problème de santé qu'une hernie discale, si on n'a pas de suspicion d'un problème grave, les données sont claires là-dessus. Les tests d'imagerie médicale ne sont pas indiqués et le fait de passer une résonance magnétique, souvent, ça ne change rien au plan de traitement. Cela dit, première étape, vous consultez pour comprendre ce qui se passe. Vous pouvez consulter votre médecin. Vous pouvez aussi consulter un professionnel de la rééducation. Si vous êtes en France, visitez le site de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes et si vous êtes au Québec, visitez le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de préserver votre mobilité. Lorsqu'on a mal, lorsque le mouvement fait mal, le mouvement du cou, par exemple, nous fait mal, ou le mouvement des bras, le mouvement d'un bras, le premier réflexe, c'est de s'immobiliser, c'est d'aller peut-être se procurer une minerve, une espèce de collet cervical. Les termes vont varier d'un pays à l'autre, là, mais d'aller donc immobiliser cette région-là du cou
et en fait, c'est la chose que vous ne devriez pas faire, ou en tout cas le faire le moins possible. Il m'arrive parfois de voir des patients qui sont extrêmement souffrants, qui ne peuvent même pas tenir leur cou, c'est vraiment très, très douloureux. Bien, oui, on peut immobiliser le cou dans cette mi-nerve-là qui demeure souple pendant quelques minutes, pendant quelques heures, mais régulièrement, on souhaite bouger le cou, on souhaite récupérer certains mouvements. Je fais une autre parenthèse. Si vous avez ces douleurs-là suite à un accident de voiture, suite à un traumatisme, là encore, vous allez consulter parce qu'on veut vraiment voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez une fracture? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave qui se passe dans votre cou? Donc, je referme la parenthèse. Donc, en présence de hernie discale symptomatique qui cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur, vous allez peut-être pouvoir placer cette mi-nerve-là, mais pour une durée vraiment limitée. Et pendant que vous l'avez, vous la retirez régulièrement pour bouger. Ces cas-là sont quand même assez rares. Dans la plus grande partie des cas, on arrive à ne pas utiliser la mi-nerve. Au contraire, on veut retrouver le mouvement. Et plus vous retrouverez le mouvement, vous allez probablement remarquer aussi que la douleur diminue. Il y a donc des exercices très simples à faire. Je vous en ai déjà présenté, mais on va les revoir ensemble. Lorsque vous allez faire les mouvements, dites-vous que la vitesse de ces mouvements-là peut être vraiment très, très lente, que l'amplitude de mouvement peut être vraiment très réduite, mais en y allant comme ça progressivement, même si c'est un micro-mouvement au départ, ça vaut la peine de bouger, d'éviter l'immobilité et de répéter ces mouvements-là. Vous pouvez les répéter à toutes les heures si vous le voulez. Encore une fois, les mouvements ne doivent pas augmenter votre douleur, mais de vous assurer que vous préservez votre mobilité et idéalement que vous récupériez votre mobilité le plus rapidement possible. Le premier mouvement, c'est le mouvement de rotation cervicale. Vous allez tourner la tête vers la droite, le plus loin possible sans augmenter votre douleur et vous allez tourner ensuite la tête vers la gauche. Vous faites environ une dizaine de mouvements chaque côté. Vous allez adapter les paramètres des exercices à votre condition, à la douleur qui est présente ou pas, mais on ne veut jamais augmenter la douleur. Le deuxième mouvement suit un peu le même principe, sauf que c'est une inclinaison. Donc, vous allez pencher la tête d'un côté lentement pour approcher l'oreille de l'épaule. Prenez soin de ne pas tourner la tête pendant que vous inclinez. On ne veut pas avoir des mouvements combinés tout de suite et vous faites le mouvement de l'autre côté, bien sûr, une dizaine de fois. Donc, vous avez le mouvement de rotation, le mouvement d'inclinaison. Il y a aussi le mouvement de flexion. Vous allez pencher la tête vers le bas et vous allez la redresser. Si ces mouvements-là, par exemple, en penchant la tête, augmentent les picotements ou les douleurs dans le bras, vous ne faites pas cet exercice-là. Encore une fois, je me répète, mais il y a des personnes parfois qui se disent plus ça fait mal, mieux c'est, je vais le faire. Non, vous ne le faites pas. Vous ne faites que les mouvements qui n'augmentent pas la douleur ou les mouvements qui vous soulagent, bien sûr. Et l'autre mouvement, qui est un mouvement qui est parfois plus difficile à faire, c'est le mouvement d'extension. Vous allez placer vos mains ou vos doigts sur vos trapèzes, sur vos épaules. Vous allez vous tenir vraiment bien dans une position très droite, comme si vous étiez suspendu à un fil, et vous allez rentrer votre menton tranquillement en gardant le regard horizontal. L'erreur qu'on fait bien souvent, c'est qu'on va pencher la tête pendant qu'on rentre le menton, alors que ce n'est pas du tout le mouvement qu'on veut faire. On veut garder le regard horizontal et rentrer le menton doucement. C'est fort possible que ce mouvement-là vous fasse mal. Alors, vous faites le mouvement jusqu'à ce que la douleur ne soit pas augmentée, disons, et vous allez répéter ce mouvement-là quelques fois. Il y a des personnes qui font ce mouvement-là et plus ils le répètent, plus le mouvement se fait de façon plus fluide, plus la douleur va être perçue plus loin dans l'amplitude de mouvement. Et en répétant ce mouvement-là, j'ai des patients qui s'aperçoivent qu'en répétant le mouvement, ils arrivent à aller chercher un mouvement complet. Donc, vous rentrez le menton et vous revenez à une position neutre. C'est un petit mouvement. Et la suite de ce mouvement-là, vous allez placer la tête vers l'arrière vraiment graduellement, puis vous revenez en position droite et vous relâchez les épaules et vous respirez normalement. Encore une fois, vous allez adapter les paramètres de ces exercices-là, la vitesse des mouvements, le nombre de mouvements. Vous allez le faire selon vos propres capacités. Un autre conseil que je veux absolument vous donner, c'est de prendre soin de votre position de sommeil en présence d'une hernie discale et plus spécifiquement d'une hernie discale cervicale avec de la douleur, parfois de la douleur au bras. C'est difficile de trouver une position de sommeil qui est confortable. Or, c'est fondamental de bien vous positionner pour dormir. Règle générale, ce qu'on souhaite, c'est de supporter les courbures de votre cou.
Peut-être qu'avec l'oreiller que vous avez, ça fonctionne et vous arrivez à bouger un petit peu votre oreiller pour que les courbures de votre cou soient bien supportées. Parfois, ça peut être utile de prendre une serviette, de la rouler, de se faire une espèce de boudin et d'aller placer ce boudin-là pour combler le vide entre votre oreiller ou entre votre matelas et votre cou ou la partie de votre corps qui ne touche pas à rien, qui est un peu dans le vide et qui va subir des tensions durant la période de sommeil puisque cette partie de votre corps-là n'est pas supportée. Donc, vous pourriez être couché sur le dos, placer ce petit boudin-là au niveau du cou, sur le côté, ici, votre rouleau va supporter la partie latérale de votre cou et peut-être ça sera plus confortable. Un autre conseil que je vous donne en présence d'une hernie discale qui est symptomatique, qui cause de la douleur, c'est d'éviter les positions prolongées. Essayez de bouger régulièrement. Donc, évitez d'être dans une position pendant 2 heures, 3 heures, même si cette position-là, au départ, elle est confortable. Bien souvent, vous allez trouver ça confortable, mais lorsque vous allez changer de position, lorsque vous allez reprendre le mouvement après 2-3 heures d'immobilité, bien là, vous allez parfois avoir encore plus de douleur. Moi, je vous conseille de bouger vraiment aux heures, de faire peut-être les exercices que je vous ai proposés ou de bouger un peu pour éviter les positions immobiles. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux. J'adore lire vos commentaires dans le fil de discussion. Posez-moi des questions et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Je vous invite aussi à consulter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver plein d'informations, notamment sur la hernie discale. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.